Bois le schnoops, bois le schnoops. Allez! Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Didio Studios, je m'appelle Jordan et vous l'aurez compris, je suis allé voir le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui sortait en salle ce mercredi, premier film de la phase 5, mais surtout un film qui a été énormément critiqué et sincèrement, je ne comprends toujours pas pourquoi. Pourquoi autant de haine envers ce film? On a un film qui pour moi a énormément de potentiel et je trouve que c'est bien exploité. Ça tease énormément de choses. Après, oui, il y a toujours des choses à améliorer comme dans tous les films. Je tiens à préciser que cette vidéo comportera du spoil, donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. On se charge de décrypter tout ça, laissons place au générique. L'histoire démarre avec un petit bond dans le passé, avec Janet qui se retrouve dans le monde quantique et qui est sauvée par un mystérieux personnage qui vient tout juste de s'échouer dans le monde quantique. Ce personnage s'appellera Kang. On peut voir ensuite de nos jours la nouvelle vie de Scott Lang qui a même écrit un livre. On le voit également manger avec Jimmy Cho qu'on n'avait pas revu depuis WandaVision. Il nous raconte que Hop a mis les particules PIM au service du monde, à savoir ce qu'ils en feront parce que dans le film c'est pas forcément trop développé. On peut voir ensuite Cassie qui suit les traces de son père puisqu'elle est en prison, après avoir manifesté et surtout après avoir réduit une voiture de police grâce aux particules PIM. Alors moi j'ai trouvé que dans ce film-là, plus que dans les autres, Scott avait un rôle vraiment de père protecteur, chose qu'on retrouvait déjà dans les anciens Ant-Man, mais dans celui-ci davantage. Et à côté on a une Hope qui est vraiment très en retrait et surtout avec une nouvelle coupe de cheveux, mais on retient quand même quelques bonnes apparitions de sa part. Un passage qui m'a fait beaucoup rire au début et qui montre surtout qu'on est toujours sur un film après Endgame, c'est lorsqu'on a le bouquin audio dans la voiture de Scott Lang, où justement il est en train de raconter comment il a été transformé en bébé et en vieux par Hulk, et comment il a pu communiquer avec un raton laveur, du coup Rocket. Ça nous dit également que Scott Lang a sauvé le monde. On nous dit également que les fourmis ont développé leur propre technologie. Cassie étudie le royaume quantique et a même créé une machine pour pouvoir communiquer avec par le biais d'un signal. Janet, qui à ce moment-là prend peur, décide de débrancher la machine, mais le signal a été intercepté et ils se font aspirer par la machine dans le monde quantique. Alors au niveau du royaume quantique, et contrairement à tout ce que j'ai pu entendre, moi je trouve qu'il est beau, on a de la belle couleur, on a du design, on a de la variété de paysages. Franchement, quand j'entends dire que c'est le pire film à effets spéciaux que Marvel ait connu, ah les gars, vous êtes dans l'abus. Vous êtes vraiment dans l'abus. Il y a juste un seul passage. C'est vraiment le passage qui m'a interpellé. C'est lorsque Janet se retrouve dans le désert et qu'elle coupe le bras de l'habitant du royaume quantique. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu négligé et pas forcément bien maîtrisé au niveau du fond vert. Mais franchement, de là à dire que c'est le pire film à effets spéciaux, je suis pas du tout d'accord. On a une rencontre entre Scott Lang, Cassie et le peuple subatomique qui parle une autre langue, et pour pouvoir communiquer avec eux, il faut boire du schnoops. Il y a un télépathe dans ce peuple que j'ai trouvé plutôt sympa et qui nous offre une bonne blague sur les trous. On nous explique qu'il y a des univers empilés les uns sur les autres, donc le multiverse, mais que le royaume quantique, lui, est hors du temps et de l'espace et est dissimulé sous notre monde. On a ensuite le personnage Krylard, je vais pas m'attarder dessus parce qu'en vrai, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est un personnage qui a servi à rien. On apprend juste que c'est l'ancienne relation à Janet et surtout, on apprend qu'il va les trahir. On voit Janet d'ailleurs qui est paniquée tout au long du film, ou du moins sur une grosse partie du film, puisqu'elle dissimule un secret qui est justement lié avec Kang. Donc on apprend que dans le royaume quantique, il y a une guerre qui a éclaté entre les résistants et l'empire de Kang. Les résistants sont avec Scott et Cassie et se font attaquer par l'armée de Kang, mais plus particulièrement par le chasseur, qu'on appelle aussi MODOK, qu'on appelle aussi l'abeille. Et d'ailleurs, il y a une petite incohérence à ce moment-là, puisque la chef des résistants dit à Ant-Man et Cassie, vous les avez menés tout droit vers notre camp, alors qu'en fait, ils n'ont pas eu le choix, puisque ce sont les résistants qui les ont capturés et qui les ont amenés au camp. Alors MODOK, on a énormément de choses à dire dessus. On apprend ici qu'il a été sauvé par Kang et est devenu son serviteur. Mais alors, il n'est pas du tout comics accurate. Quand il a enlevé son casque là, avec sa vieille tête, là, sa grosse tête,
C'est simple, j'ai rigolé à chaque fois qu'il a enlevé son casque. Mais en vrai, il est pas bien fait, hein. Mais je m'attendais vraiment à pire de tout ce qui avait été dit. J'ai trouvé que ça passait à peu près, quoi. On a que des blagues du début jusqu'à la fin sur sa face. Pour moi, c'est un personnage qui n'est tout simplement pas pris au sérieux. On retrouve un peu les mêmes traits de caractère que le MODOK de la série qui avait été faite par Marvel. Série que je n'ai pas vue jusqu'au bout et je n'ai pas du tout accroché. Mais du peu que j'en ai vu, c'était à caractère assez comique et c'est ce qu'on retrouve là. C'est un petit peu dommage parce on aurait pu nous présenter un MODOK différent. Notamment sur les moments de combat, on a vu qu'il pouvait être assez menaçant. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus vu de ce côté-là, au détriment du comique qui lui a pris beaucoup de place. Et d'ailleurs, c'est lui qui a réceptionné le signal de Cassie. Et là, on a un passage qui raconte tout simplement l'histoire de Kang par Janet. C'était un scientifique capable de voyager dans le multiverse grâce à son vaisseau. Ils se sont liés d'amitié pour justement réparer le cœur de ce vaisseau-là, qui avait été saboté par ceux qui l'ont exilé donc dans le royaume quantique, donc hors du temps, pour qu'il ne s'échappe jamais. À ce moment-là, la seule personne à laquelle j'ai pensé qui aurait pu saboter son vaisseau, c'était celui qui demeure. Après plusieurs essais, ils arrivent à réparer le vaisseau et on apprend que ce vaisseau-là est connecté aux pensées de Kang. Et lorsque Janet touche le vaisseau, elle accède à toutes les pensées et les souvenirs de Kang. Et là, elle l'a vu détruire des mondes, des flux temporels. Elle a failli s'en aller avec lui au risque de le libérer et de semer le chaos multiversel. Et là, elle lui a dit une phrase que j'ai adorée. Et ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire ? Et lui a répondu, triompher. Mais j'ai adoré. Suite à ça, elle vole le cœur du vaisseau. Et c'est là où j'ai trouvé que le personnage de Kang était vraiment bien fait et comics accurate. C'est que normalement dans les comics, Kang est un personnage très manipulateur. Il manipule maintes et maintes fois les Avengers. Et là, sur ce passage-là, on sent qu'il essaie de la manipuler en lui disant « Si tu me rends le cœur du vaisseau, je te jure que tu reverras ta fille. » Chose qui ne prend pas puisqu'elle va disloquer le cœur du vaisseau, notamment avec les particules PIM, en le faisant grandir. Mais surtout, ce qu'on retient de cette scène-là, c'est que Kang a retrouvé ses pouvoirs, notamment grâce à son costume. Et c'est à partir de là où on peut voir l'étendue de sa puissance. On apprend qu'il a besoin des particules PIM pour récupérer le cœur dans son état d'origine. Alors moi j'ai trouvé que Kang était purement charismatique et c'est à la hauteur de l'acteur qui le joue, Jonathan Majors. Il est également très menaçant, il arrive à faire de la télékinésie, un petit peu comme Dark Vador avec la Force. Et je comprends les gens qui ont comparé ce film-là à un Star Wars, parce qu'il y a certains plans, certaines idées qui y ressemblent pas mal. Il arrive également à ouvrir des portails. S'ensuit une petite blagounette, mais également une incohérence, et ce n'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon pote Julien qui m'en a fait part. Scott se présente à Kang comme un Avengers, et Kang lui répond « Ah bon, tu es un Avengers, est-ce que je t'ai déjà tué parce que je ne sais plus qui est qui ? Est-ce que tu es celui avec le marteau ?» Où justement Scott lui répond qu'il est à peu près taillé pareil, avec les mêmes muscles. J'ai trouvé ça, ceci dit en passant, très marrant. Ce qui nous laisse penser du coup que Kang ne connaît pas du tout le pseudonyme de Scott Lang, c'est-à-dire Ant-Man, alors qu'à la fin, il l'appelle Ant-Man, alors que ce n'est pas du tout mentionné dans le film. Donc c'est sûrement qu'il le connaissait d'avant. Et peut-être même qu'il l'a déjà tué. Kang dit que la plus grande menace, c'est lui-même, donc du coup c'est Variant. Il garde Cassie en otage et va demander en contrepartie à Ant-Man de rétrécir pour rentrer dans le cœur du vaisseau et pouvoir rétrécir ce cœur qui a été disloqué. Là j'ai trouvé un passage plutôt sympa, dans le cœur, une tempête d'hypothèses. Donc on voit Ant-Man se décupler et en fait c'est des possibilités de réaction qu'il aurait pu avoir. J'ai trouvé ça plutôt sympa et bien amené de la part de Marvel. Soyons honnêtes, toutes les possibilités d'Ant-Man ne s'entendent pas du tout, mais par contre ils ont un objectif en commun, c'est rendre Cassie heureuse. Et quand Cassie demande à son père d'y arriver, ils arrivent à s'entraider et mènent à bien leur mission. Kang demande à Janet ce qu'elle a vu dans sa vision, et Janet lui répond « Tu es un monstre qui croit être un dieu ». Kang lui dit pourquoi il fait tout ça, tout simplement en expliquant que ces variants sont des irresponsables qui ont causé énormément d'incursions, donc c'est-à-dire des univers qui se percutent, donc causé la mort de milliards de personnes. Il a voulu tout simplement prendre les commandes, mais a été exilé. Il veut se venger et tous les éradiquer, même si ça doit coûter des milliards de vies. Il a bâti un empire dans le royaume quantique et il veut l'amener à l'extérieur avec lui. Et là on a un passage que j'ai trouvé un petit peu too much, que j'ai pas forcément apprécié, c'est lorsque Ant-Man arrive en géant pour récupérer sa fille. Il crie « Kang, on avait un marché, tu ne l'as pas respecté, tu vas voir ce qui arrive ». On dirait un Ant-Man du ghetto. J'avais l'impression de voir Godzilla en train de s'énerver sur des immeubles à frapper les tours.
Et là, Kang dit quelque chose d'hyper intéressant qui va nous permettre peut-être de théoriser pendant les prochaines minutes. Il ne peut pas approcher des anneaux. Est-ce que ça serait pas un petit lien avec les anneaux de Shang-Chi ? Parce que j'ai bien regardé dans le film, ils y ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et je sais pas si vous vous souvenez dans la scène post-générique, mais ça nous dit que les anneaux envoient un signal. Est-ce qu'ils enverraient pas un signal en direction du royaume quantique ? Je ne sais pas. Je reste convaincu d'une chose, c'est que les anneaux de Shang-Chi, c'est une technologie créée par Kang. Parce qu'ils étaient placés là des années et des années avant même le mandarin, et le mandarin déjà ça date d'il y a longtemps, et la seule personne capable de voyager dans le temps à sa guise, c'est Kang. Donc peut-être qu'il les a oubliés, peut-être qu'il les a laissés là volontairement, mais je suis convaincu que tout vient de lui. Et là on a un passage qui m'a beaucoup dérangé, les fourmis. Les fourmis qui ont été aspirées par la machine, donc dans le royaume quantique, qui ont voyagé des années-lumière en 24 heures, ont développé des avancées technologiques capables d'aider nos héros à vaincre Kang. Et ça ne choque personne. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu abusé. Et là, on peut retenir une punchline du Booba du MCU, Kang, qui dit « Savez-vous combien j'ai tué d'Avengers ? Combien j'ai conquis de monde ? Mais j'adore !» Nous avons un combat entre les fourmis qui chargent sur Kang et MODOK qui se retourne contre son maître. Ils vont lui endommager son armure, ce qui va le rendre vulnérable. Armure qui, au passage, est hyper puissante. Et là, on a une scène, je ne sais même pas comment la qualifier. La mort de MODOK, si c'est marrant ou si c'est pathétique. Bon, moi, j'avoue que j'ai beaucoup ri à ce moment-là. Mais on voit un MODOK qui vomit ses tripes, qui ose dire à Scott « Je te considérais comme un frère ». Et qui dit « Je peux enfin dire que je suis un Avengers ». Non, non MODOK, tu n'es pas un Avengers. Tu es une abeille. Le cœur étant réparé, il ouvre un portail, tout le monde peut rentrer chez soi dans le monde normal, à l'exception de Ant-Man qui reste bloqué dans un combat au point contre Kang. C'est simple, j'avais l'impression d'assister à un teasing de Creed 3. J'ai trouvé les enchaînements super cool. Notamment quand Kang brise le casque de Ant-Man. On a eu des séries d'uppercut, gauche-droite, crochet, pim-pam-poum. Non, vraiment, j'ai trouvé que ce combat-là était très bien fait. Et surtout, différent de tout ce qu'on a vu. Kang essaie ensuite de s'échapper par le portail, mais hop, l'en empêche. Kang est aspiré par le cœur lorsque Ant-Man le disloque une nouvelle fois, et du coup le portail va se refermer. Est-il mort ? Je ne pense pas. Nous avons la victoire du peuple quantique. Cassie ouvre le portail avec la machine qu'elle a fabriquée et arrive à faire revenir du coup Ant-Man et la guêpe. Tout le monde rentre chez soi. Et là on a une scène de fin que j'ai beaucoup aimée et qui rappelle justement le début. On a Ant-Man qui raconte sa vie, mais surtout qui est en train de se rappeler de ce que Kang lui a dit. On a gagné, enfin je crois, on l'a empêché de s'échapper, mais il a dit « Un sale truc se prépare si Kang n'arrive pas à sortir de cette dimension. Ai-je condamné tout le monde ?» On voit quelqu'un qui doute énormément et surtout qui est terrorisé par Kang. Et je pense que c'est significatif pour la suite du MCU parce que la scène post-générique, et on va y venir, tease beaucoup de choses. Et je pense qu'il a de quoi être terrorisé. Donc la première scène post-générique, on voit tout simplement tous les variants de Kang, donc notamment Ramatout. On en a un, sincèrement, j'ai douté, je me suis dit, est-ce que c'est Immortus ou pas ? Sachant que je pensais que celui qui demeure était peut-être Immortus, mais il lui ressemble un petit peu physiquement, hormis qu'il a la peau bleue. Et on peut voir tous les variants qui sont dans une arène. Et là, la première chose que je me suis dit, je comprends quand Kang disait... Ils sont irresponsables et ils créent que des incursions. J'avais l'impression d'avoir des animaux dans l'arène. Et je me dis que à tout moment, ça va être le gros bordel. La seconde scène post-générique, elle traite d'un variant de Kang, Victor Timely. Dans le comics, il est maire de la petite ville de Timely. Et je crois que dans le film, il dit « Le temps, peut-on le façonner ?» Donc ça reste en lien avec le personnage. Mais surtout, ça tease une saison 2 de Loki qui arrive bientôt, puisqu'on peut voir apparaître Loki accompagné de Mobius en lui disant c'est lui et c'est une personne très dangereuse. Donc on en saura plus sur cette saison 2 qui sort cet été. Pour conclure, c'est un film qui se regarde, re-regarde.
Moi, je n'ai pas vu le temps passer lorsque j'étais au cinéma, et pour tout vous dire, je pense même aller le revoir parce que j'ai passé vraiment un très bon moment devant. Après, oui, il y a des choses qui ne vont pas, comme les petites incohérences, ou même au niveau visuel, notamment MODOK, qui pêche un petit peu. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt rassurant pour la suite du MCU. L'histoire apporte beaucoup, ça tease énormément de choses pour la suite. Je pense que les personnes qui ont été déçues par ce film avaient vraiment de trop grosses attentes. En comparant peut-être déjà Kang à Thanos, alors que là on a eu une première ébauche. Ce n'est pas un Kang définitif, on peut faire encore évoluer le personnage, le rendre encore mieux. Ce que m'a apporté ce film, c'est que je suis content de ne pas avoir écouté tous les avis négatifs qu'il y avait dessus et d'avoir pu faire mon propre jugement. Parce qu'un film, ça provoque des émotions, et de personne en personne, ça peut être perçu différemment. Par exemple, moi, je vais aimer un film, mes potes vont peut-être le détester. Mais c'est quelque chose de personnel et il faut se faire son propre avis. Donc c'est ce que je vous encourage réellement à faire si vous allez voir ce film-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. C'était Didio Studios, à la prochaine.